Est-ce que vous savez ce que ça fait que d'être coincé dans le corps de quelqu'un d'autre? D'être pris au piège dans un personnage et ne pouvoir s'en sortir. Être coincé entre les lignes d'un texte et ne pouvoir se libérer. Devoir jouer des rôles où tu es l'objet, l'animal, le pauvre, l'esclave, le premier à mourir et se réveiller sur une scène au milieu d'un cauchemar où tout le monde joue, mais sauf toi. Je suis une actrice et je n'ai aucun pouvoir. Je suis un simple jouet exhibé pendant des siècles d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation. Et je dois jouer ça. M'aider. La petite sirène. Sycorax et Caliban, je dois jouer ça et rien que ça. Alors j'ai tué ce personnage. J'ai tué ce personnage pour ne pas perdre la flamme. Pour ne pas perdre mon jeu d'acteur, je l'ai tué. Je ne sais à quel moment j'ai pris conscience. À quel moment je me suis réveillée dans cette histoire, dans ce livre, dans ce film, où je me suis retrouvée coincée des siècles durant. Mais je me suis réveillée. J'avais beau sauter d'une histoire à une autre, d'un livre à un autre, d'un film à un autre, mais mon destin était toujours le même. Alors, j'ai tué ce personnage. Je l'ai tué. Parce que dans cette histoire qui est l'histoire de la connaissance de leur passé basée sur leurs écrits, je ne suis qu'une figurante, destinée à mourir. Une personne qui doit mourir pour que le héros survive. Alors je ne veux pas de cette histoire. Je ne veux pas de ce jeu. Je me suis réveillée maintenant et je dois réécrire mon histoire. Non, je dois retrouver mon histoire. Je dois écrire le monologue de ma vie où je meurs. Et dans ce monologue, je ne serai pas seule. Dans ce monologue, je serai avec mon passé, mes ancêtres. Dans ce monologue, mon présent portera la grossesse de l'avenir. Dans ce monologue, je pourrai changer mon rôle. Alors, je vais à la rencontre de mes ancêtres. Je vais à la recherche de mon passé pour pouvoir nettoyer vos yeux et pour qu'on puisse enfin regarder dans la même direction. Je voudrais présenter la femme telle que
celle-ci l'a été dans la société d'avant la colonisation. Et je vais utiliser l'ethnolinguistique comme arme d'investigation de la connaissance des cultures. L'ethnolinguistique démontre que les mots ne désignent que des réalités culturelles connues par les locuteurs d'une langue. Voici comment est-ce que, à travers l'ethnolinguistique, chez les Ekans, c'est-à-dire les petits boulous fangantoumou, la femme, disons, les êtres humains sont stratifiés. Au bas de l'échelle, nous avons Mongo, c'est-à-dire l'enfant. C'est un être en devenir. Plus haut, nous avons Minga, c'est-à-dire la femme. On lui reconnaît beaucoup d'intelligence, mais une force physique faible. Plus haut, nous avons femme, l'homme, le mâle. On lui reconnaît une force protectrice brute, mais il est impulsif et parfois il manque de jugeote. Or, ça ne s'arrête pas là. Nous avons au sommet une catégorie sociale dont je ne trouve pas de lexème dans la langue française. Il n'y a pas de mot dans la langue française pour désigner cette catégorie-là. On dit motte. Ça s'apparente à l'humain. C'est qui le motte? Un enfant exceptionnel, on dit de lui un mongoyuan motte. Et on l'enlève de la catégorie des enfants pour le mettre au sommet. Une femme qui pose de grands actes dans la communauté, on dit d'elle un mingayuan motte. On l'enlève de la catégorie des femmes pour la mettre au sommet. Je crois que la femme joue un rôle particulier, central, n'est-ce pas, dans la société matriarcale traditionnelle. Déjà, c'est elle qui donne la vie. Et après cette vie, n'est-ce pas, elle la soutient. La soutient, n'est-ce pas, parce que c'est la mère, n'est-ce pas, qui encadre en principe ses enfants. Et le père joue vraiment un rôle singulier, particulier. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la femme fait tout, presque. Je crois que l'homme fait attention à ce que la femme dit toujours. Disons que c'est elle qui conseille l'homme. La femme, elle, en réalité, dans notre coutume matriarcale, si tu veux régler les problèmes de coutume chez ton père, ça s'arrête chez ton grand-père. Alors que chez la mère, tu vas jusqu'à la 5e génération. Donc, le père est considéré comme un bouc. D'ailleurs, si son enfant est malade et qu'on a besoin de quelqu'un de la famille, le père ne doit pas entrer. C'est la famille maternelle, le cordon ombilical de la mère qui doit entrer à l'intérieur. Même quand on veut constater, on dit on veut voir son frère de péché, tu entres même à la morgue, c'est toi qui certifie. Tu comprends, non? Donc, le père, lui, il est là pour accoucher, de toute façon. Donc, il faut savoir que la mère, le côté maternel est beaucoup plus puissant chez l'homme bamileke qu'ailleurs. Je ne dirai rien de précis sur la reine Ngonso. Nous sommes en Afrique dans un contexte de civilisation où, même dans les sociétés africaines hautement hiérarchisées, par exemple chez nous, chez les Bamileke, où le Nemtema, le roi, est là, reposant sur 9 notables, n'empêche que, quand ça a dépassé les 9 notables et le roi, on s'en réfère à qui? À la meuf. Donc, la femme bestialisée, animalisée, torturée, c'est un fait de la description de la femme vue par les yeux d'un observateur non africain.
Mayarlam ma volmanoi, Mayarlam ma volmanoi, Mayarlam ma volmanoi, Mayarlam ge Mayarlam go Mayarlam ge go Folna fol me vienya fe e tu ni ebam betaka toy domingo samingo bombole minte go Folna fol me vienya fe e tu ni ebam betaka toy Qui est Ngonso? J'ai entendu parler de Ngonso. Qui est-elle? C'est même la sœur du roi Bafsan. C'est la sœur du roi Bafoussam. Ouais. Et est-ce qu'elle a fait des enfants? Bien sûr, c'est elle qui a créé le royaume. Il y a au moins une vingtaine de royaumes là-bas. Mais il y a un autre camp, il y a les événements à la chefferie qui sont beaucoup plus proches de la reine. Eux viennent, quand il y a un événement à la chefferie d'Absalom, ils sont toujours là. Et comment c'était possible qu'elle crée un truc? Ben, c'était facile. C'était tous des chasseurs qui deviennent des rois. Voilà. Et il y a eu la soumission, le peuple l'a adopté tout simplement. Donc, elle a eu ce nom fort parce que elle était d'abord la fille d'un roi et elle avait l'aura. Oui, elle avait l'aura. Elle appartenait à une famille guerrière. Elle pouvait asseoir son autorité tranquillement. Donc, elle est venue avec ses guerriers et on l'a... Voilà, avec ses serviteurs. Voilà. Donc, ça veut dire qu'une femme peut être roi si elle a l'aura. Oui. Et dans ce cas... Et ces cas sont rares. Il y a une tribu à Bamenda aussi, que quand le roi meurt, c'est toujours une femme qui choisit. C'est une femme qu'on met. Parce qu'il faut que le sang perpétue. Ok. Que le sang royal reste entre eux. Ah, ok. La dynastie Nso est une émanation de la dynastie Tikar. La dynastie Tikar, quant à elle, a été fondée vers 1299 par la princesse Wu Den. La jeune Ngonso, qui est donc descendante des Tikar, avait pour frères Nchareyen et Mbe. Nchareyen, qui est le fondateur de la dynastie Bamoun, et Mbe, fondateur de la dynastie Njitam. Suite à l'adversité rencontrée dans leur lieu de résidence, les frères de Ngonso, les frères de la jeune Ngonso, ont décidé de quitter cet endroit afin de s'établir ailleurs. La jeune Ngonso a voulu suivre ses frères, mais ceux-ci se sont opposés car elle était déjà mariée, dit l'histoire. Cependant, celle-ci les a suivis malgré ce refus, ce qui dénote le côté rebelle de son caractère, ce côté-là qui va la forger jusqu'à ce qu'elle devienne reine par la suite. Ses frères ayant constaté qu'elle les suivait, ils ont coupé le pont sur la rivière Map. La rivière Map qui est un affluent de la rivière Mbam. Ce qui a stoppé net le projet de la jeune Ngonso à rejoindre ses frères. C'est ainsi qu'elle et ses partisans ont décidé de se déplacer vers l'ouest, le long des rives de la Map. C'est donc au cours de cette aventure qu'elle a fondé la dynastie Nso. Et en fondant cette dynastie, celle-ci s'est d'abord installée tour à tour à Denso et à Kovifem. C'est alors qu'à Kovifem, elle a conclu un accord avec le peuple Mtar trouvé sur place. Et le peuple Ntar a collaboré avec le peuple de la jeune Ngonso. Et la culture de la dynastie Nso a donc été la résultante du brassage culturel avec les Ntar. La reine Ngonso fut très vénérée et joua un grand rôle pour conserver l'intégrité de son peuple. À sa mort, vers 1421, elle fut remplacée par son fils Lé,
qui fut considéré jusqu'aujourd'hui comme le premier roi de la dynastie Nso. Danda silanda nanda tinanda hey 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 anda silanda nanda silanda. Je suis contente. Danda silanda nana silanda. Je suis contente parce que j'ai retrouvé la racine de mon cordon ombilical. Danda silanda. J'ai retrouvé mes racines. J'ai retrouvé ma mère première. Je ne suis plus faible. Je ne suis plus l'esclave, je ne suis plus la sorcière. Je suis la femme forte. Je suis la déesse. Je suis la porte à venir. Je suis libérée de cette prison. Je suis sortie. Maintenant, je revis. Car mon histoire orale m'a libérée. Parce que ce personnage de leur histoire basée sur leur écrit est mort. Mon histoire orale m'a purifiée. Mon histoire orale m'a vivifiée. Mon histoire orale m'a libérée. Le cauchemar est terminé. Maintenant, je revis. Je revis et mon destin a changé de nom. J'ai retrouvé ma ligne de destinée. Je suis purifiée. Je suis libérée. Ce cauchemar est terminé, alors je revis. Maintenant, je peux jouer. Maintenant que j'ai trouvé un personnage qui me représente le mieux, je vais à sa recherche. Maman, maman, maman. Nous devons sortir de l'Afrique des livres. C'est quoi l'Afrique des livres? C'est étudier la culture africaine telle que celle-ci a été transcrite par des gens qui n'étaient pas des Africains mais des Occidentaux. Est-ce que vous savez ce que ça fait que d'être enlevé à sa famille, nourri à la mangeoire pour chien de Bimbia, avant d'être emmené comme esclave par la mère? Ce que ça fait que d'être exhibé, ce que ça fait que d'être un chien exposé dans le zoo de Berlin et de Belgique. Wo bist du gewesen? Je l'ai retrouvé. Pas au Cameroun, mais en Allemagne. De nouveau, je suis l'esclave, de nouveau, je suis colonisé, de nouveau, je suis Sycorax. De nouveau, je suis un bien meuble. De nouveau, je suis la femme esclave. Mais parce que je porte
mon histoire orale, alors je serai libre. Parce que je porte mon histoire orale, je vais réinventer mon jeu. Je me suis réveillée et je ne pourrai plus m'endormir. Je vais changer les choses maintenant. Je vais changer les choses maintenant et dans votre film, je vais écrire mon histoire. Mon histoire orale, je vais vous la raconter. Entendre parler d'une femme forte, d'une femme qui a rassemblé les gens, d'une femme qui a créé une dynastie et la retrouver non pas sur sa terre, mais ici, à Berlin, dans un musée. Sa statue enfermée dans ce musée. Alors je me dis, je suis encore en prison. J'ai du travail. J'ai du travail avant de pouvoir jouer. Parce que je ne peux pas jouer tant que je n'ai pas libéré ma culture. Je ne me suis pas libérée. Tant que mon histoire sera toujours racontée par des autres, mon histoire sera un fantasme. Mon histoire sera l'histoire du vainqueur. Je ne pourrai pas jouer, je ne peux pas monter sur scène. De nouveau, je suis l'esclave. De nouveau, je suis la colonisée. Est-ce que je pourrais trouver un caractère libre dans ce monde dominé par le colonialisme? C'est vraiment difficile de se trouver dans cette situation. C'est difficile d'être confronté à ce double enfermement. Mon jeu d'acteur est touché et les questions que je me pose sur mon avenir, sur l'avenir de mes enfants, c'est à se demander si une femme noire, un noir peut être libre dans ce monde. Est-ce que je suis libre de jouer comme je veux? C'est un caractère fort, c'est une femme forte. Mais on se retrouve au même point. L'histoire est racontée par les vainqueurs. Cette histoire basée sur des écrits, quelques lignes devant sa statue. Je veux retrouver l'histoire vraie de Ngonso. Je veux rêver que Ngonso soit cette femme libre. Alors, pour que je puisse jouer, pour que je puisse être libre, il me faudrait libérer mon histoire. Il me faut libérer
On dit que l'écrit est mieux, mais je dirais aussi que la mémoire, même moment, parce que l'écrit peut se perdre aussi. L'écrit, n'est-ce pas, un livre peut se brûler, on peut déchirer un livre, mais la mémoire reste active. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure là, le fait, n'est-ce pas, de prendre par exemple, d'écrire notre histoire sur des feuilles, bien par des captations cinématographiques, etc., ça donne un plus, parce qu'on a quand même un supplément en dehors, parce que la mémoire est aussi une bibliothèque. Et je dis bien qu'on a un supplément par rapport à quand, n'est-ce pas, cette histoire a été tout simplement mémorisée. C'est un support parce que ça donne un supplément, comment dirais-je, un complément, n'est-ce pas, pour les générations futures. Avant, n'est-ce pas, on racontait, si maintenant on peut raconter, on peut lire, on peut vivre, n'est-ce pas, c'est toujours bien. L'histoire, quand nous étions tout petits, avait été définie comme étant le récit des événements du passé basé sur les écrits. Mais depuis que nous avons eu un peu plus de clarté par rapport à l'école, j'allais dire, moderne occidentale, nous définissons alors, nous revisitons cette définition et nous disons, l'histoire c'est le récit des événements du passé basé sur les écrits et sur l'oralité. Ça veut dire que les sources orales sont tout aussi pesantes et importantes que les sources écrites. On a beau prétendre de l'oralité que le mot est évanescent, il fuit. Moi, j'ai dit non. Tous les écrits sont-ils justes? Tous les écrits ne sont pas justes. Et Internet le démontre. Tous les écrits ne sont pas justes. Pas du tout. Alors, quelle que soit l'époque historique, quel que soit le moment historique, l'oralité pèsera toujours de son poids. Et l'oralité
comporte une catégorie de textes qu'on peut dire sacrés. Le texte sacré est redit tel qu'on l'a appris et on n'y apporte rien, on n'y rectifie rien. L'oralité a au moins cette assurance-là. Elle sait respecter la sacralité de certains textes. Et c'est illusoire de croire que il y a un moment historique où s'arrête la tradition et où commence la modernité. De tout temps, tradition et modernité iront s'entremêlant. Il n'y aura jamais de moment où on dira l'oralité n'a plus d'importance par rapport à la société parce qu'on est trop modernisé. Illusion. Viens. Viens, ma mère. Viens, racine de mon nom. Viens, mon destin vrai. Tu es prête. Je suis prête. On doit retourner à la maison. On doit pouvoir danser. On doit retourner à la maison. Chanter, pleurer ensemble. On doit retourner à la maison. Pour que le passé passe, on doit retourner à la maison. Pour que le présent vienne, on doit retourner à la maison, pleurer notre mère, pleurer nos racines. On doit retourner à la maison pour te laisser partir. On doit retourner à la maison, toi et moi. On doit retourner à la maison pour laisser partir les ancêtres. On doit retourner à la maison où tu vas dormir en paix, où tu vas te reposer en paix. Viens, mère. Viens. Viens. Viens, on rentre à la maison. Viens, mère. Notre vrai destin nous attend. Viens. Viens, on retourne à la maison pour que le passé passe, pour que le présent s'exprime, pour que le futur fleurisse. Viens.